Bonjour, je m'appelle Tania Bauer et je suis infirmière en réanimation médicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, Haute-Pierre. Alors, dans le cadre de la formation accélérée aux soins et techniques de réanimation, je vais vous parler de la prise en charge de l'hypoglycémie sévère. Dans un premier temps, j'aborderai l'homéostasie glycémique, puis la physiopathologie, une définition de l'hypoglycémie, les symptômes et signes, les étiologies possibles, le traitement à entreprendre et une conclusion rapide. Je vais tout d'abord faire un rappel sur l'homéostasie glycémique. Le glucose est une molécule essentielle pour le fonctionnement cellulaire car elle est la principale source d'énergie, notamment pour la respiration cellulaire. Fournie par l'alimentation, elle pénètre dans l'organisme au niveau de l'intestin et est distribuée dans tout l'organisme grâce au sang. La glycémie chez une personne en bonne santé est comprise entre 0,8 et 1,2 g par litre dans le plasma sanguin. Plusieurs systèmes hormonaux participent au maintien de la glycémie entre 0,6 et 0,9 g par litre ou 3,3 à 5 mmol par litre à jeun et 1,2 à 1,3 g par litre ou 6,7 à 7,2 mmol par litre après les repas. Nous y reviendrons dans un chapitre suivant. Le foie a un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. En effet, il est capable de libérer du glucose dans l'organisme, mais également d'en produire à partir de molécules différentes comme des acides gras ou des acides aminés. Après un repas, le foie polymérise le glucose en glycogène, qui est une macromolécule de réserve, c'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. D'autres tissus peuvent également faire des réserves de glucose, comme les tissus musculaires sous forme de glycogène également, ou les tissus adipeux sous forme de triglycérides. Lorsque la glycémie baisse, le foie procède à la glycogénolyse et en cas de jeûne extrême, il est capable de transformer d'autres nutriments en glucose, comme le glycérol ou les protéines. C'est ce qu'on appelle là la néoglycogénèse. Un autre organe ayant un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie est le pancréas. Ce dernier renferme du tissu endocrinien, ce qui lui permet de jouer un rôle mixte de glandes endocrines et exocrines. Les cellules endocrines regroupées dans les îlots de Langerhans sont de deux types. Cellules alpha qui synthétisent le glucagon et cellules bêta qui synthétisent l'insuline. Le glucagon est un polypeptide hyperglycémiant extrêmement puissant. L'hypoglycémie provoque la sécrétion de glucagon, lequel agit sur le foie, qui transforme ses réserves de glycogène en glucose et synthétise du glucose à partir des triglycérides et des acides aminés sanguins. L'insuline est un polypeptide hypoglycémiant sécrété lorsque la glycémie s'élève. Elle provoque l'absorption du glucose circulant par les cellules, principalement musculaires et adipeuses, ainsi que la glycogénogenèse hépatique. Au contraire, elle inhibe la glycogénolyse et la transformation des acides gras et aminés en glucose. Troisième organe, les glandes surrénales jouent elles aussi un rôle dans l'homéostasie glycémique par sa portion corticale, la corticosurrénale. En effet, elles synthétisent à partir du cholestérol une trentaine d'hormones corticoïdes dont les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, dont les principaux sont le cortisol, la cortisone et la corticostérone, influent sur le métabolisme cellulaire et contribuent à la résistance au stress. Le cortisol provoque, entre autres, l'augmentation de la glycémie et active la néoglucogénèse dont nous avons parlé précédemment. Je vais maintenant continuer avec de la physiopathologie. Plusieurs systèmes hormonaux participent au maintien de la glycémie, comme dit précédemment, entre 0,6 et 0,9 g par litre à jeun et 1,2 à 1,3 g par litre en postprandial. Lors d'un jeûne prolongé, la glycémie baisse et le cerveau utilise d'autres substrats, essentiellement les corps cétoniques. Les principales hormones ayant un effet significatif sur la glycémie sont les suivantes. L'insuline, qui est le principal facteur hypoglycémiant dont la concentration s'élève après le repas et diminue pendant le jeûne. Les facteurs de croissance apparentés à l'insuline, donc IGF-1 et IGF-2, dont l'effet hypoglycémiant n'est significatif que pour des concentrations très fortes, pharmacologiques ou tumorales.
Ensuite, il y a les hormones dites de contre-régulation qui ont un effet hyperglycémiant. Donc, ce sont les suivantes: le glucagon, l'hormone de croissance GH, les catécholamines, le cortisol et plus accessoirement la somatostatine. Les déséquilibres glycémiques aigus sont secondaires à une rupture de l'équilibre entre hormones hypo- et hyperglycémiantes, endogènes et ou exogènes. L'hypoglycémie entraîne une souffrance cérébrale immédiate. Il s'agit donc d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Pour la définition de l'hypoglycémie, en pratique, le diagnostic repose sur la triade de Whipple, qui est la suivante: signe de neuroglycopénie, une glycémie inférieure à 0,7 g par litre ou 5,6 mmol par litre, et la correction des symptômes après normalisation de la glycémie. Les signes de neuroglycopénie peuvent être les suivants: troubles de la mémoire, confusion mentale, troubles visuels, vertiges, acouphènes, irritation pyramidale, donc ça peut être une hyperréflexie ou un signe de Babinski, atteinte focale sensitive ou motrice comme une paralysie faciale, une hémiplégie ou des troubles oculomoteurs, convulsions ou coma. Nous allons poursuivre avec les symptômes et signes d'hypoglycémie. Donc les signes cliniques sont secondaires à la glycopénie et à l'activation réactionnelle du système nerveux autonome, une activation adrénergique et cholinergique. Pour les signes d'activation du système nerveux autonome, nous allons les séparer en deux, par l'activation adrénergique dans un premier temps et l'activation cholinergique dans un second temps. L'activation adrénergique se manifestera plutôt par des tremblements, une tachycardie, des palpitations, une soif, de l'hypertension, des céphalées, de l'anxiété et de la nervosité. L'activation cholinergique se manifestera plutôt par une asthénie, une fatigue intense, des sueurs et une sensation de faim. Lorsque la glycémie est inférieure à 0,65 g par litre, il y a une sécrétion de glucagon, d'adrénaline et d'hormones de croissance qui entraîne l'apparition de symptômes adrénergiques comme les palpitations, la sudation ou la pâleur. Lorsque la glycémie est inférieure à 0,60 g par litre, il y a une sécrétion de cortisol, et lorsque la glycémie est inférieure à 0,50 g par litre, il y aura une apparition de symptômes neuroglucopéniques, donc des troubles de la conscience, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, une désorientation, puis si la glycémie baisse encore, il y aura un coma caractérisé par un début brutal, de profondeur variable, et il est souvent agité avec des sueurs profuses. Lors de la répétition des épisodes d'hypoglycémie, en particulier chez le diabétique traité par insuline, les seuils de sécrétion des hormones de contre-régulation s'abaissent, les symptômes neurovégétatifs s'atténuent ou sont retardés, de sorte que les symptômes de dysfonction cérébrale sont au premier plan. Ces signes sont multiples mais généralement similaires d'un épisode à l'autre chez un même patient. Les étiologies peuvent être multiples. Une hypoglycémie peut être la conséquence d'une sécrétion inappropriée d'insuline ou plus rarement d'un défaut de sécrétion d'une des hormones dont l'effet est principalement hyperglycémiant, en particulier l'hormone de croissance ou le cortisol. Elle peut également être la conséquence d'un déficit de néoglucogénèse, comme lors d'une insuffisance hépatique ou rénale sévère, ou d'un défaut de substrat, comme lorsqu'une personne est cachéxique. Tout d'abord, je vais vous parler des prises médicamenteuses et toxiques qui peuvent être une des étiologies d'une hypoglycémie. Il y a les traitements antidiabétiques hypoglycémiants, comme l'insuline. L'hypoglycémie est alors souvent consécutive à des erreurs de dose, un écart de régime, un effort physique sans ingestion de sucre par exemple. L'accumulation de médicaments insulinosécréteurs, comme les sulfamides hypoglycémiants par exemple, lors d'une insuffisance rénale ou hépatique associée à une réduction d'apport alimentaire. Concernant les toxiques, l'alcool éthylique favorise l'hypoglycémie, en particulier en cas de dénutrition chez le sujet âgé. Les autres hypoglycémies toxiques, avec par exemple éthylène glycol, organophosphoré, sont en rapport avec une insuffisance hépatocellulaire. Nous poursuivons maintenant avec l'insuffisance hépatocellulaire, qui peut également être une étiologie d'une hypoglycémie. Au stade avancé de toute dysfonction hépatique apparaît une hypoglycémie.
l'hépatite fulminante, toxique ou virale, la cirrhose évoluée ou la défaillance multiviscérale. Nous poursuivons avec l'insuffisance surrénale dont les formes aiguës donnent lieu à des hypoglycémies. Et nous allons finir avec les causes plus rares comme le jeûne ou la dénutrition. Le jeûne n'est pas hypoglycémiant, en particulier dans les pays développés, en l'absence d'antécédents, le jeûne n'est pas une cause d'hypoglycémie. Néanmoins, les patients fortement dénutris, anorexiques, éventuellement alcooliques chroniques, la déplétion des stocks hépatiques de glycogène peut limiter la néoglucogénèse et donc favoriser les hypoglycémies de jeûne. Une autre cause rare est l'hypoglycémie post-prandiale. Elle survient 3-4 heures après un repas, secondairement à un pic d'insuline décalé par rapport à une absorption digestive trop précoce, en cas de chirurgie gastrique ou de certaines anomalies métaboliques congénitales par exemple. L'hypoglycémie post-prandiale idiopathique est fréquemment confondue avec un malaise vagal sans hypoglycémie objectivée. Troisième cause rare et dernière, il s'agit de l'insulinome. C'est une cause même très rare, mais première cause tumorale d'hypoglycémie. Avant-dernier point du topo, nous allons parler du traitement de l'hypoglycémie. Toute hypoglycémie symptomatique est une urgence thérapeutique. Le traitement s'effectue évidemment sur prescription médicale. Chez les patients conscients, il s'agit d'une administration d'une boisson orale sucrée ou de morceaux de sucre. Chez les patients comateux, nous pourrons réaliser une injection intraveineuse de 30 à 50 ml de G30 à relayer par une perfusion de G10 dont le débit est à adapter à l'évolution de la glycémie. En l'absence d'abord veineux, en raison par exemple d'une agitation ou d'une crise commitiale, l'injection d'1 mg de glucagon par voie sous-cutanée ou intramusculaire est recommandée mais à une efficacité de très courte durée. Pour conclure, l'hypoglycémie doit être évoquée devant tout symptôme neurologique d'apparition brutale et être suivie sur prescription médicale d'une administration de glucose par voie orale ou intraveineuse, y compris dans les situations où un dosage immédiat de la glycémie capillaire n'est pas possible. L'administration de glucose n'est pas délétère dans les désordres hyperglycémiques. Merci pour votre attention.